Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous qui décrypte l'actualité sociopolitique au Bénin cette semaine. Les sujets qui ont marqué l'actualité, il s'agit de l'audit de la liste électorale informatisée provisoire, la Commission électorale nationale autonome Sénat qui a ouvert ses portes pour enregistrer les déclarations de candidature pour les élections législatives de janvier prochain. Nous avons également la promulgation par le président de la République de la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. Nous avons au niveau de la police républicaine l'annonce du démarrage le 15 novembre prochain d'une répression pour non-port de casque pour les passagers et les conducteurs de moto. Nous en parlerons dans un instant dans le décryptage de l'émission du jour pour lequel j'ai convié sur ce plateau. Bienvenue Agba Sagan. Il est journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Il sera face au rédacteur en chef de Matin Libre, Jacques Bocco. Avant de les retrouver pour le décryptage du jour, je vous invite à suivre ce spot publicitaire de l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, spot publicitaire qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment à Akpakpa et à Guedjourmende. Vous avez également dans la ville d'Abomey-Calavi une annexe qui est ouverte et également dans la ville de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Guedjourmende, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec bienvenue à Agba Sagan. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à notre côté. Bonjour également à Jacques Bocco. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'appel. C'est moi. Merci. Alors, dites-nous, la liste électorale informatisée provisoire, il y a une audit qui a été réclamée par la société civile et les partis politiques. L'audit a été effectué. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Ah oui, il faut dire que les inquiétudes sont donc dissipées parce que vous savez souvent que c'est le fichier électoral qui est source de nombreux problèmes en matière électorale parce que si on ne connaît pas exactement le nombre d'électeurs et si on ne connaît pas ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts pour pouvoir donc faire sortir les gens de ce rang et permettre à ce que la société civile et tous les partis politiques qui sont engagés dans le processus électoral de pouvoir donc auditer la liste électorale. Vraiment, c'est un bon choix, c'est un bon casting que le gouvernement, donc en tout cas la direction générale, l'ANIP, l'Agence nationale d'identification personnelle, donc a pu faire pour pouvoir aider un peu le processus, pour pouvoir donner de l'alchimie parce que pendant longtemps, l'opposition ne cesse de flécher cette liste, le processus, puisque vous savez aujourd'hui que beaucoup de choses sont concentrées au niveau de l'ANIP en ce qui concerne l'identification personnelle aujourd'hui. Donc, le tout mis dans un agrégat aujourd'hui permet de dire, voilà, bingo, on peut ne plus avoir d'inquiétude. Le reste, c'est de voir si les autres institutions vont jouer leur partition. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne peut plus, n'a plus le droit
où les membres de la société civile ne peuvent plus critiquer cette liste électorale qui est, selon eux, nickel, excusez l'expression, qui est propre. Et donc, ils connaissent maintenant, si les membres de l'opposition, par exemple, eux, ils peuvent déjà savoir est-ce que leurs militants sont dans la base de données, est-ce que donc la LEIP permettra donc à éviter les fraudes, les manœuvres frauduleuses. Aujourd'hui, ils en sont conscients, ils savent que désormais, tout est propre et que l'élection pourra donc se passer du côté du fichier électoral de manière très bien. De manière très bien. Est-ce que, effectivement, comme je disais tantôt, bienvenue à Gbassagan, dites-nous, est-ce que, à votre niveau, Jacques Bokor, les inquiétudes sont totalement dissipées? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Oui, si je m'en tiens à ce qui a été relayé par certains médias, parce que je n'ai pas suivi de près cette actualité, mais j'ai pu quand même lire la documentation, voilà, les productions de beaucoup de médias, de beaucoup de confrères. Donc, j'ai cru comprendre quand même que ça a été fait de façon consensuelle, et du côté de l'opposition et du côté de la mouvance, on y a participé et on a en griffe certifié que tout est désormais clean de ce côté-là. Et comme vis-à-vis mon confrère bienvenue à Gbassagan, je pense que on peut pousser un ouf de soulagement en disant que cette case a été cochée et que bon, on espère que au soir du 8 janvier, qu'on n'aura pas de contestation à ce niveau-là. Donc, c'est déjà... Mais normalement, en principe, chaque parti politique doit avoir un fichier dans lequel il a, je dirais, la majorité de ses militants. Alors, on peut juste apposer pour voir est-ce que tous ceux-là sont enregistrés dans la base de données. Oui, mais c'est un exercice délicat là. Hein. Est-ce que nos partis politiques sont si organisés pour savoir... Si ça devait l'être pour savoir de la réforme du système partisan où il faut d'ailleurs les 1000 et quelques pour de membres fondateurs. Après, les adhésions, ils sont enregistrés, donc il doit avoir quand même... Oui, les militants, ce ne sont pas seulement ceux qui se sont déclarés officiellement membres du parti politique. Il y a d'autres qui viennent à des réunions, lorsque vous voulez faire une conférence de presse, il y a des gens qui viennent vous soutenir. Les listes de présence circulent. Oui, mais les listes de présence circulent. Mais est-ce que vous pouvez avoir une idée? Il y a des gens qui ne viendront pas, mais qui sont chez eux et qui sont vos militants. Justement. Donc, moi, je pense que ce serait un exercice un peu délicat. C'est vrai, l'idéal, c'est ce que vous dites, mais dans les pays comme les nôtres, c'est pas évident. Mais moi, ce qui me réjouit, on a dit, et mouvance et opposition ont participé à ce processus. Et c'est l'un des demandeurs, Jean-Baptiste Elias, pour ne pas le nommer, qui a piloté le dossier sur l'acceptation de l'ANIP, qui n'avait même pas trouvé d'objection. Je pense que l'ANIP a montré... tout son fair play, sa bonne foi, absolument, en acceptant que cette liste, ce fichier soit audité. Je pense que c'est bien, c'est un bon signe que bon, le processus va se dérouler déjà bien à ce niveau précis. À ce niveau précis. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un pari gagné là pour Cyril Gouguedji, mandataire de l'ANIP, qui demande de mettre quand même à coordonner les activités? Vraiment, mais c'est un pari gagné pour lui parce que sur ce point-là, hein, il faut le dire parce qu'on attend encore le reste puisque c'est un processus électoral. Déjà ça, il faut féliciter il faut féliciter Gouguedji, Cyril Gouguedji pour cette ouverture d'esprit parce que ce n'est pas donné de contrôler de cette façon une liste électorale. Et vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, que la liste électorale en matière d'élection a toujours fait objet de contestation. Et c'est ça, c'est comme si les partis politiques ont tellement un regard pointu, il faut le dire, un regard pointu sur la liste électorale et qu'on arrive donc à associer non seulement l'opposition, la mouvance et la société civile. Et si vous vous rappelez très bien, il a été longtemps reproché donc à l'ANIP de ne pas permettre parce que d'abord,
par le passé, les membres des partis politiques de l'opposition avaient demandé même à participer au processus de la liste électorale. Mais à la fin, maintenant, on les associe pour venir auditer. Vraiment, c'est une orthodoxie qu'il faut saluer. C'est un mécanisme adéquat qu'il faut réitérer pour les autres élections et que cela pourrait faire école parce que dans nos démocraties africaines, il n'est pas assez, je dirais, assez fréquent de pouvoir se retrouver dans ce cas-là où on laisse l'opposition, on peut dire la société civile, mais l'opposition venir donc auditer la liste électorale. Vraiment, c'est une école qu'il faut, en tout cas, suivre. Il faut participer à cette école-là. Il faut venir à la source prendre cette leçon de la démocratie béninoise qui devient donc un exemplaire. Il faut le paradigme en la matière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que ce que l'ANIP vient de faire, si les autres institutions de la République, là c'est une doléance, sont sollicitées ou bien il y a eu ces genres de requêtes pour voir comment le processus se passe et s'il y a lieu, puisqu'on peut laisser tout le monde venir donc voir, je demande à ces institutions, s'il y en a d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de dire, je ne veux pas catégoriser les choses, que ces institutions donnent libre cours donc au parti pour qu'on puisse certifier de la crédibilité de cette élection à venir. Alors, donc, on peut dire qu'il n'y aura pas même de contestation, puisque si on est venu auditer la liste et qu'on est d'accord sur certifier son objectivité, son caractère non partisan, est-ce qu'on peut après venir contester selon vous, Jacques Bokor? Oui, si l'ANIP peut maintenir la liste à l'étape T à laquelle ça a été certifié, sans plus toucher à cela, moi je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait contestation au soir du 8 janvier parce que une chose est de l'auditer, mais l'autre chose est de passer par derrière et de la tripatouiller encore. Si l'ANIP a montré sa bonne foi jusque-là, je pense qu'il faut maintenir le cap et souhaiter que le jour-là, qu'on ne dise pas que oui, en temps, Jacques Bokor, qui devait voter peut-être dans un bureau de vote INS, on l'a retrouvé à Natéteg. On a vu le réseau mobile MTN qui, bien cette semaine, a eu envoyé des messages à maintes reprises. Exactement. Et même l'ANIP a anticipé là-dessus. De la crédibilité. Absolument. L'ANIP a dit que vous aurez ces genres de messages. Et effectivement, on l'a reçu. Je l'ai reçu également. Maintenant, si on m'a déjà annoncé mon centre de vote et que je l'ai dans la tête et que le jour-là, au lieu de voter dans un centre de vote X, on m'envoie dans un centre de vote Y, ça veut dire qu'il y a eu un problème en temps. Oui, mais donc, c'est un système informatique. Oui, mais d'où c'est là mon souhait, c'est que qu'on ne vienne pas dire autre chose demain. Moi, j'ai la certitude, en tout cas, en attendant qu'on ne me dise le contraire ou que je ne sois démenti, que en fait l'ANIP a fait du bon boulot, qu'on le veuille ou non, parce que au prime abord, ce n'était pas gagné d'avance avec toutes les gymnastiques que les gens ont dénoncées, notamment la société civile à travers la COSEP. Et Cyril Goubeyi, au fur et à mesure, en tout cas, acceptait les observations que la société civile apportait et a promis de corriger quand la liste sera affichée une deuxième fois. Je pense entre début octobre et mi-octobre, il y a eu un travail consistant et important qui a été fait et c'est le résultat que nous commentons aujourd'hui. Je pense que à l'arrivée, nous avons quand même une liste à laquelle nous pouvons faire confiance, je peux le dire ainsi, et qu'on ne me donne pas raison demain, c'est-à-dire qu'on ne dise pas demain que oui, nous avons audité ensemble la liste, mais voilà que ce que nous avons audité, nous voyons le contraire aujourd'hui, qu'on œuvre pour que, en fait, ces élections de 2023 soient des élections
plus amélioré que ce que nous avons vécu en 2019, en 2020. Je pense que c'est le Bénin qui va en sortir grandi ou gagnant. Voilà. En réalité, donc nous allons suivre de très près et peut-être dans la semaine à venir, nous allons peut-être y revenir pour en parler. Nous avons la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, qui depuis hier a ouvert ses portes pour enregistrer les déclarations de candidature jusqu'à ce instant précis. Personne n'est encore au niveau de la Sénat pour effectuer, aucun parti politique ne s'est présenté. Est-ce que nous allons renouer avec les anciennes habitudes ou on attend pratiquement les derniers jours pour le dépôt des dossiers? Vous savez, les gens, malgré la réforme du système partisan, ne veulent pas se mettre au pas. Il faut le dire, Jacques a dit tout à l'heure que nos partis politiques sont dénudés d'une bonne structuration. Il faut le dire. Vous savez très bien quand il s'agit de partis politiques, et je suis péremptoire sur le rôle d'un parti politique, les fonctions d'un parti politique. On ne peut pas attendre les derniers jours pour pouvoir donc venir déposer les candidatures. C'est-à-dire, mais ils ont jusqu'au mercredi. Oui. Mais donc, lundi, on peut le faire parce qu'on est le week-end. Si on était bien organisé, il faut le dire. Vous savez qu'il y a une élection législative ou les élections législatives qui sont en cours. Et depuis qu'on a déjà donné la date de cette élection, regardez, on a dit au début de cette année où la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour préciser donc la date de cette élection pour le 8 janvier. Et jusque-là, quand on devrait, ce qui devait être, c'est que quand on a annoncé les candidatures, il devait avoir une spontanéité à pouvoir donc déposer les dossiers. Mais que la Sénat chôme le premier jour, je ne sais pas pour le deuxième jour, mais ce que nous avons toujours remarqué, c'est au dernier jour qu'on veut faire pression sur la Sénat, mais il se peut que ce système-là est refusé parce qu'on ne va pas venir le dernier jour où on va fermer le portail. Vous savez ce qui se passe pour ceux qui ont eu la chance de vivre cette expérience électorale au niveau justement, la Sénat. La Sénat l'a déploré, des candidats qui rentrent à l'enceinte de la Sénat avec des photocopieuses, oui, bizarre. des imprimantes. J'espère que cette fois-ci, ça ne va pas se répéter parce que c'est une vilaine image. Il faut le dire. Il ne faut pas répéter ces choses dans un pays qui se veut être sérieux. Ce n'est pas du tout bien de se comporter de la sorte. Un parti politique, c'est une organisation, c'est une architecture. De toute façon, lundi, ce n'est pas encore tard. Oui, mais quand vous dites que ce n'est pas encore tard, la durée, c'est combien de temps la Sénat n'a ouvert que cette porte hier. En tout cas, voilà quelques éléments parce que plus tard, il ne faut pas que quelqu'un vienne critiquer la Sénat pour parler de fautes mineures et fautes majeures et ainsi de suite. Parce que si vous ne faites pas les choses à temps pour qu'on puisse mieux travailler, parce que vous allez au niveau de la Sénat, vaut mieux dire à la Sénat, attendez-nous le dernier jour, c'est mieux. Et donc, on viendra déposer nos dossiers. Mais on met les agents. Les agents sont déjà là avec un système bien informatisé et donc qui est au point avec des agents qui sont formés. Vous les laissez chômer, de rester dans la nuit pour quelques jours et vous dites que nous, on s'en fout. En tout cas, le dernier jour, vous allez recevoir notre dossier et après, on va venir critiquer la Sénat. Vraiment, il faut finir avec ce comportement-là. Oui, Jacques Oko. Bienvenue, me fait marrer. Non, mais moi, je pense que... Est-ce que les partis politiques inventent la roue? Non. Même pour nos simples concours de recrutement, on ne doit pas déposer le premier jour spontanément, ou bien tout le monde ne va pas déposer le premier jour. C'est une habitude. Oui, c'est une habitude. C'est une vilaine habitude, oui. Et deuxième chose, je suis sûr que Bienvenue aussi, s'il veut participer à un concours, il n'y va pas le premier jour. Ah non, mais pour ne pas avoir assez de monde, je vais le premier jour. Ah oui? C'est mieux. Bon. C'est mieux parce que... Non, mais... Puisqu'on sait que le dernier jour est congénital. Oui, oui. Je suis d'accord. Maintenant, il faut chercher à savoir pourquoi ils le font ainsi. Vous savez, c'est un exercice un peu délicat. Et c'est vrai, je suis d'accord que, et je l'ai dit ici, tout était bien huilé, si tout était bien organisé, ça ne devait pas poser problème. On devait déjà savoir, même 3 mois à l'avance, qui y va, qui n'y va pas, qui est à même peut-être d'enlever des sièges, qui peut être suppléant. Donc, mais est-ce que ce n'est pas dû un peu à la délicatesse de l'exercice? Parce que pouvoir tous les sièges avec des suppléants, et
enregistrer... Vérifier les dossiers de chacun. Exactement, enregistrer les dossiers de chacun, hein, vérifier, passer au crible pour ne plus tomber dans les mêmes travers qu'en 2019, hein, 2020. Est-ce que c'est fastidieux? Donc, je pense que c'est peut-être tout cela qui fait que les gens traînent. Aujourd'hui, c'est 109 députés. Exactement. Sans compter les suppléants. Sans compter les suppléants. Oui. Ça fait 218. Est-ce que tout le monde a réussi à avoir son quitus fiscal? Est-ce que cela ne participe pas aussi du jeu politique? C'est-à-dire que j'irai déposer les partis, je parle de l'opposition, les partis de la mouvance peut-être vont chercher à savoir qui j'ai positionné en tête de liste pour se raviser et positionner quelqu'un d'autre. Peut-être que tout ça compte. Donc, moi, c'est vrai, ça pose un peu problème que tout le monde se retrouve à la Sénat à partir de 23h30 le dernier jour et qu'on veuille tous déposer à la fois. Ça met trop de pression sur les agents qui sont oisifs les premiers jours. Mais c'est quand même un processus délicat. Et moi, je comprends les partis politiques, même si je continue de relever qu'il y a un problème d'organisation parce que quand vous y allez, vous devez vous apprêter. Mais dans le même temps, on peut comprendre la délicatesse de l'exercice. Bienvenue. Donc, la délicatesse dont parle Jacques, moi, je la vois autrement parce que si vous me parlez que c'est des questions de jeu politique, quand vous déposez une candidature, en fait, dans le parti politique, les candidats qui ont été choisis ne le savent pas encore, en fait, avant que cela n'aille donc au niveau de la commission électorale nationale. Et donc, je ne sais pas. Mais je me dis si l'opposition dépose, par exemple, je dis peut-être n'importe quoi, et pas des affinités. Est-ce que, on ne va pas appeler, dire, ah oui, dans telle circonscription électorale, il y a tel qui est tête de liste, et on se surveille, on s'observe. Vous le mettez à l'épreuve, donc, l'impartialité de l'institution. Pourquoi pas? De la Sénat. Si les gens ne mettaient pas en jeu l'impartialité de l'ANIP, on n'allait pas demander l'audit de la liste. Ah oui, mais est-ce qu'il Donc, il y a forcément des craintes, des doutes à des niveaux donnés. Donc, ça c'est pour l'opposition. Et puis, vous l'avez dit que tout le monde, toutes les institutions acceptent qu'il y ait ces genres de contrôle. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire maintenant qu'il a fait de fautes mineures, fautes majeures, parce que ce sont des expressions qu'il ne faut pas répéter. Peut-être que c'est tout ça que les gens veulent éviter aussi. À votre niveau, quels sont les partis que vous attendez au niveau de la Sénat? On sait, les partis se sont annoncés. Les démocrates, j'attends toujours ce parti politique-là parce que le défi bien annoncé par le parti, les démocrates, je reste tout cuit pour voir un peu le défi que ce parti politique-là, quand vous les écoutez dans leur discours, ils se prennent comme le parti de l'opposition le plus authentique, il faut le dire, ce parti le plus authentique. Quand vous prenez aussi les autres, ils ont catalogué les autres partis politiques de partis politiques, excusez l'expression, ils n'ont pas dit clairement, mais des valets, aussi des faits valoir, il faut le dire. Et donc, oui, c'est leur opinion un peu quand on analyse, et que c'est comme si nous sommes dans une logique où dans la République, il y a une opposition, composition et une opposition. Vous voyez un peu, c'est cette image-là qu'ils ont toujours renvoyée. Et donc, je les attends fermement et je prie par tous les moyens, il faut le dire, pour que ce parti politique-là aille donc à l'élection législative, aux élections législatives, pour qu'on puisse voir l'ancrage de ce parti politique. De l'autre côté, je sais que la force corrige pour un Bénin émergent parce que depuis un certain temps, je ne dirais pas mon cher ami Rumpé, parce qu'on ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève, et donc que ce parti politique-là donc aussi puisse participer à l'élection. Et de l'autre côté, Irénée
Gossa, il faut le dire, avec RLC, qui avait demandé à ce qu'ils puissent donc faire se mettre ensemble avec un certain parti politique dans une certaine circonscription pour pouvoir avoir un peu donc de la voix pour qu'ils puissent aller à l'élection législative, aux élections législatives. Donc, j'attends aussi ce parti politique. On sait déjà, les deux partis politiques, certaines personnes diront que ce sont des partis ici à moi, mais qui se livrent des guerres. Et on aurait appris dans les médias que le chef de l'État aurait intervenu pour pouvoir... on n'a pas eu les preuves, il faut le dire. Je le dis en toute honnêteté. On l'a lu dans la presse. On a lu dans la presse que le chef de l'État a rencontré un certain nombre de personnes pour pouvoir donc faire taire les guerres des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, parce que de chaque côté. Et une autre partie que j'attends, et vraiment que j'attends, c'est l'UDBN. L'UDBN de Claudine Prudencio. L'UDBN qui a craqué la porte du bloc républicain, et on a des investissements qui ne sont pas du tout agréables, il faut le dire, de chaque côté. Moi, j'ai déploré, je le dis ici, la sortie de la présidente d'honneur qui a même donc critiqué le ministre d'État Aboulaye Biotane, qui dit que il m'insulte ou bien toi. Je ne sais pas, parce que je ne veux pas rappeler ces expressions-là, parce que pour moi, ce n'est pas sain dans un parti sur le plan politique, où des gens qui soutiennent les actions d'une même personne se livrent donc à cette bataille que je crois inutile. Pour quelles raisons et pour quel intérêt? Chacun veut tirer le drap de son côté. Donc j'attends l'UDBN pour voir, parce que l'UDBN se vante d'un ancrage que nous ne voyons pas. Il faut le dire, il faut dire cette vérité. Ce n'est pas organiser des activités dans telle localité qui prouve que vous êtes donc déjà dans le cœur de ces personnes. C'est eux. On dit toujours que le cœur, l'étranger ne connaît pas la joie du cœur, et c'est le cœur qui connaît sa tristesse. Donc je ne sais pas sur quoi il se base. Donc j'attends ce parti politique-là, l'UDBN, qui a son ancrage à Godemain, et encore qui est un peu désossé de ce côté-là. Donc, je dis, voilà les partis politiques pour moi qui sont attendus, et il y a aussi les autres, hein, mais je m'en arrête là pour dire, voilà, il y a l'enjeu de cette élection, de ces élections législatives est de taille, il faut le dire, on peut en parler à la fin avant de finir sur le sujet, parce que vraiment, il faudrait qu'on évite les fantaisies en matière de candidature qui a fait que certaines personnes ont utilisé, on parle aujourd'hui du certificat de conformité qui a fait qu'ils ne se retrouvent pas au Parlement, et que aujourd'hui, il n'y a pas de certificat de conformité. Aujourd'hui, c'est le quitus fiscal qu'ils sont en train de brandir. Ça avait existé aussi en 2019. Si vous lisez d'autres personnes aujourd'hui, ils disent que ceux qui critiquent le quitus fiscal, il faut leur demander est-ce qu'ils ont fait le point réel du moins de ce qu'ils doivent depuis 3 ans. Et c'est là où on les attend beaucoup, ceux qui disent qu'on les bloque pour le quitus fiscal. Il faudrait nécessairement qu'ils donnent la preuve de cela, parce qu'on ne veut pas, on veut plus, parce qu'eux aussi, ils l'ont dit qu'ils ne veulent pas d'un Parlement qu'ils ont appelé monocolore. Je n'aime pas utiliser l'expression, mais par la force des choses, on en est arrivé là. La faute, la responsabilité, elle est partagée, mais pour cette fois-ci, pour ne pas accuser le gouvernement, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Alors, Jacques Bokor, vous, quels sont les partis politiques que vous attendez? Et pour l'éviter, il faut prendre du temps et ne pas déposer les dossiers le premier jour. Oui, mais ils auront, vous savez, depuis que, je prends l'exemple du Parti Les Démocrates, depuis qu'ils ont annoncé qu'ils iront aux élections, on aurait dû préparer ce dit qu'il va... Vous savez, ce que nous disons, je le reprécise, n'est pas un travail aussi facile. Hein. Tout à fait. 218 dossiers. Oui, et Kader, dites-vous que nous avons jusque-là des partis politiques de non simplement. Il y a des partis politiques qui se donnent un volume qu'ils n'ont pas. Sans que la réforme du système partisan n'intervienne. Là, je suis en 2015, 2011. On a vu des élections dans ce pays où des partis politiques d'alors, ce que d'aucuns appellent des particules, étaient obligés d'aller chercher des étudiants, des élèves qui ont 18 ans pour les coopter sur la liste. Et pourtant, dans le temps, il n'y avait pas autant de membres fondateurs à avoir.
Mais qu'en serait-il de la réforme du système partisan qui exige d'avoir un certain nombre et aussi le nombre de sièges qui a augmenté? Donc, c'est sûr qu'il y a des partis politiques qui sont dans des calculs actuellement et qui peut-être contacteront Bienvenue à Gbassagan pour qu'il aille chercher son quitus fiscal et pour pouvoir être suppléant si de... ils l'ont qu'à le dire donc, parce que... donc, c'est pour vous dire qu'il y a ces petits problèmes qui pourraient surgir au niveau de certaines formations politiques qui voudront forcément participer, montrer que oui, ils le peuvent, mais en dessous, vous vous rendez compte que ce qu'on nous montre, c'est juste la face de l'iceberg. Oui. C'est ça. Il y a des partis politiques qui ne rempliront pas les conditions, qui vont faire du forcing pour aller déposer les dossiers, qui vont coopter des étudiants qui ne sont même pas membres de la formation politique, c'est clair. Donc, on a des partis politiques, certes, qui ont validé le cheminement pour obtenir l'autorisation au niveau du ministère de l'Intérieur, mais qui réellement... Les partis politiques formalistes ne sont pas des partis politiques. Honnêtement, bon, on les aligne sur la liste de la quinzaine. Vous espérez au niveau de la Donc, Sénat? moi, au niveau de la Sénat, moi, je pense que les démocrates l'ont martelé 1000 fois, que eux, ils y seront cette fois-ci. Donc, les démocrates seront de la partie. Naturellement, les deux formations politiques qui sont représentées jusque-là à l'Assemblée nationale, ils seront. C'est que si ces partis politiques, les deux dont je viens de parler, n'y participent pas, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas élection. Ah bon? Donc, oui, comment écoutez. Vous dites que c'est sûr qu'il n'y aura pas élection bon, parce qu'ils regroupent la grande partie de la classe politique. Donc, vous êtes convaincu que il peut y avoir législative sans que le BR ne soit présent ou que l'UP, le renouveau ne soit... S'ils ne remplissent pas les conditions, nous sommes tous égaux devant la loi. Vous avez vu la célérité avec laquelle l'UP a eu son autorisation au ministère de l'Intérieur. Et vous voulez que l'UP ne participe pas aux élections. Bienvenue à ce que vous êtes conséquent envers vous-même. Moi, j'attends de voir ce cataclysme-là se produire pour que je change de nationalité. Merci à vous, Jacques Bocom. Merci également à Bienvenue à Gbassagan. L'autre actualité de cette semaine, nous allons rapidement dire un mot dessus et dire un mot également sur cette information liée à la police républicaine. C'est la promulgation de la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières. C'est une ouvre de soulagement pour les victimes des affaires domaniales. Oui, parce que vous savez, il faut toujours justifier les raisons qui amènent à des juridictions spéciales. Ça, il faut bien sûr le dire parce que, vous savez, le gouvernement de Patrice Talon, depuis son arrivée, a mis le pied sur l'accélérateur en matière de recrutement des magistrats. Vous savez, vous allez dans nos tribunaux, les tribunaux même qui ont été prévus par la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin n'ont pas encore de magistrats, assez de magistrats. Il y a des difficultés, en fait, pour pouvoir aller dans la célérité des dossiers. Donc, pour pouvoir, le mécanisme trouvé, c'est que d'aller dans les juridictions spéciales, mais une juridiction spéciale est forte, en fait. Vous savez, comme la criette qui est là, si vous remarquez très bien dans le texte, c'est le procureur spécial de la criette, donc qui joue le rôle de procureur au niveau de cette cour. Vous savez, quand on met donc le poids, ou bien on entend criette, on parle du procureur spécial, vous savez tout ce que cela fait. C'est pour ça, en matière foncière, il y a une compétence territoriale qui est dans le texte. La compétence territoriale, c'est que ça concerne Abomey-Calavi, ça concerne Cotonou, Porto-Novo, Ouida, Adjara. Les zones ont été ciblées, en fait, des zones qui se retrouvent souvent, voilà, Toribo-Sito et Alada, paraît-il, qui se retrouvent aussi dedans. Donc, voilà, la compétence de cette juridiction, ça veut dire que dans le cas où il aurait un problème de foncier, donc à Kaoru, la cour là n'est pas concernée par ce problème-là, parce que la compétence territoriale de cette cour est bien définie. Et ça va éviter, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de mafia foncière en République du Bénin. Vous savez déjà, à partir de 2023, il y aura une réorganisation aussi au niveau foncier. Donc voilà, tout cela participe. Et d'ailleurs, c'est pour
pourquoi vous allez remarquer que le gouvernement a aussitôt lancé, c'est mon analyse, un recrutement de 100 auditeurs de justice. C'est pour bientôt, peut-être avant la fin de cette année, ils vont composer pour pouvoir donc rentrer dans ce lot. Et ça va servir un peu de désengorger un peu les dossiers. Et surtout pour cette juridiction spéciale, il faut des gens spécialisés en la matière. Jacques Bocca, votre commentaire sur cette création de cette cour spéciale? Oui, je dirais, enfin, le gouvernement a tenu promesse, puisqu'il l'a promis à travers, je pense, l'un des conseils des ministres, et 2 à 3 fois au niveau de Matin Libre, nous, on a secoué un peu le cocotier en nous interrogeant sur à quand réellement cette cour spéciale qui mettait un peu de temps, bon, même si ça fait juste quelques mois, parce que vous allez constater qu'à l'annonce de la création de cette cour, beaucoup ont jubilé, parce que c'est devenu un pèlerinage pour des vieillards que vous rencontrez dans les cours, ou bien sûr la cour de certains tribunaux, un canne en main, une parcelle qu'on a achetée depuis 20 ans. On revient, on dit qu'il y a un litige, alors que le monsieur, il est déjà à la retraite et il est censé profiter de sa retraite. On l'appelle peut-être à Abomey-Calavi aujourd'hui, il est à Nati Tengou demain pour aller résoudre des problèmes de litige. Donc, le gouvernement même a su faire le diagnostic et a dit que c'est pour limiter ou éviter les troubles à l'ordre public et que ces problèmes domaniaux, ces affaires domaniales limitent l'investissement, que ce soit public ou privé. Quand vous voulez construire sur un domaine et des petits-fils surgissent et disent que ça leur appartient ou bien que leur aïeux vous a vendu ça à vil prix et que vous devez racheter tout ça. Donc, vous voyez qu'un investisseur qui vient et qui a le désir de faire développer votre pays et qui apprend ça, il est obligé de ranger ses clics et ses claques et de s'en aller. Donc, c'est bien vu, c'est bien pensé. Comme l'a souhaité Bienvenue, il faut maintenant que le personnel réponde. D'où des gens spécialisés, des gens qui s'y connaissent, même s'ils ne sont pas juristes. Parce qu'il y a des experts du foncier qui sont juste en griffe. Puisque les experts aussi sont des exactement. De justice, exactement. Donc, on peut les solliciter. On peut solliciter toutes les compétences qui maîtrisent un peu ce domaine. De toute façon, cette juridiction va faire parler beaucoup d'elle. Absolument. Il y a quand même les autorités politiques administratives qui sont impliquées. Et puis, il y a dans l'opinion qu'on s'imagine que c'est au niveau de la justice qu'on suscite, qu'on ressuscite aussi les affaires domaniales, qu'on crée des litiges. Donc, il faut que ça soit corrigé et qu'il y ait la célérité, qu'on ne mette plus 15 ans à vider des contentieux. C'est pour éviter absolument. Donc, oui, mais le chef de l'État elle va vraiment faire mal. Oui, elle va faire mal. Le chef de l'État a accéléré la promulgation et c'est salutaire. C'est ce qu'on souhaite. Peut-être que dans les prochains jours également, on va prendre des décrets, des tests d'application. Troisième chose, c'est que ça ne dorme plus trop. Il faut qu'on y aille. Sans doute que le bâtiment qui va abriter cette cour a déjà été identifié et que dans les... Au plus, oui, il y a à Cotonou. Son siège est à Cotonou. Tout à fait. Bien sûr. Donc je pense que au plus, dans les 100 jours à venir... De toute façon, il faudra parler de comme la criette. Je pense que dans les 100 jours, ça doit exister parce que absolument. Si on annonce, en principe, si on en parle, on parle du recrutement, par exemple, des magistrats, au plus, c'est un délai de 3 mois. Voilà. Et donc, le gouvernement a eu l'habitude de faire 2 mois et demi. Donc, avant 2023, en principe, le concours aura lieu et les gens seront formés. Donc, voilà un peu, parce que ceux qui sont à l'école actuellement sont actuellement en composition. Vous comprenez que Bienvenue dans le secret des dieux. Oui, évidemment. Il maîtrise comment le gouvernement fonctionne. Non, mais au-delà de ça, en matière de justice, un peu, puisque vous vous intéressez beaucoup à l'actualité, voilà, donc, en tant que juriste de formation. Oui. Alors, bienvenue à Bassagam, nous allons aborder le dernier sujet qui nous réunit ce matin avant de conclure cette émission. C'est la police républicaine qui s'est entretenue avec
les conducteurs de taxi-moto, les organisations représentatives, sur l'intérêt du port de casque par le passager sur la moto. Et donc, selon l'opinion, selon la presse, nous avons appris qu'à partir du 15 novembre prochain, la répression va démarrer pour non-port de casque, à la fois pour le conducteur, ce qui était déjà effectif, mais également pour les passagers. Vraiment, il faut dire que la mesure ne souffre d'aucune insuffisance. C'est le timing qui vous gêne? Non, attendez, parce que cela il va de la sécurité de nous tous, mais c'est la faisabilité qui me pose problème. Vous savez, nous sommes dans une république où pendant longtemps les choses ont semblé être partagées de manière inégalitaire. Et vous savez, si vous parlez de la justice, on vous parle de la justice sociale, comment les ressources sont redistribuées, nous ne sommes pas sur les mêmes pieds d'égalité. Vous comprenez un peu? Supposons nos mamans qui vont à Dantorpa avec leur panier sur la tête, et comment ils vont mettre non seulement le casque et déposer le panier. Or, s'il faut confier le panier à un autre Zemigaman, ou bien il faut confier ça à quelqu'un qui bienvenue. Moi, par exemple, si vous permettez, j'ai été victime plusieurs fois d'accidents de circulation. Lui, il a été le casque de protection. Peut-être que je n'ai pas dit, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut sauver la vie. C'est important que ce soit le passager, que ce soit l'usager. Mais je dis la faisabilité, en fait, parce que nous avons une habitude. Si vous allez... il faut changer les habitudes oui, il faut changer les habitudes, mais c'est progressivement. Ce n'est pas d'une manière radicale. C'est ce qu'il faudrait dire, parce que ça sera mal perçu, ça sera mal reçu. Parce que si la bonne dame, elle doit encore dépenser de l'argent pour pouvoir faire convoyer ses bagages à Dantorpa, et n'a pas le suivi aussi, parce qu'il faut suivre un peu, on ne sait pas qui est qui. Tout le monde met Chazub de Zemigan. Aujourd'hui, c'est après les contrôles qu'on arrive à voir que ce dernier n'est pas Zemigan, et qu'il voulait juste se taper 100 francs quelque part ou 200 francs quelque part pour assurer sa carburation. Bon, vous voyez un peu autant de facteurs. C'est une mesure à appliquer, mais je voudrais dire qu'on arrive donc à trouver un mécanisme pour faciliter l'application. S'il faut sensibiliser dès maintenant pour dire Zemigaman, si vous allez porter les bagages aujourd'hui, diminuer le prix. Et vous voyez un peu, parce que c'est une mesure qui appelle donc une condition économique. Et donc, si une mesure doit avoir d'impact sur les autres mesures, il faudrait qu'il y ait un équilibre dans une république. Maintenant, est-ce que l'équilibre est bien vu, ou bien la police voulait? Mais d'autres pourraient aussi commenter cela autrement pour dire, bon, puisque vous savez, vous connaissez nos gens, puisque c'est l'approche des fêtes, il faut un peu de l'argent dans la caisse de l'État. C'est ce qu'ils vont dire, c'est leur analyse en fait. Mais il faudrait qu'on leur montre l'importance du casque. Il faut porter le casque, que vous soyez conducteur ou usager. Alors justement, Jacques Bokor, nous avons des acteurs politiques qui sont interrogés de savoir, puisque eux, ils sont dans la quête de leur gain, notamment le gain de l'électorat, la récupération politique. Donc ils se posent la question de savoir, est-ce que cela n'aura pas d'impact sur la performance du régime aux élections législatives à venir? Et donc ils se demandent, est-ce que le timing est le bon? Oui, c'est... Même si, bien qu'ils saluent l'initiative. C'est un bon questionnement. Et moi, je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais de ce plateau, je m'interroge comme bienvenue sur la faisabilité. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure en disant que ça ne va pas marcher ou que ça ne va pas prospérer. Parce qu'il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on prend ce genre de décision. Évidemment. Il semble qu'un préfet avait déjà tenté, on l'a. Et même au temps de Covid, il avait dit qu'on ne verra pas. Il a même donné une période. Voilà, on ne verra pas deux personnes sur une même moto. Bref. Mais on en est où? Vous savez, si on s'y met, si la police s'y met, c'est qu'on va créer de nouveaux espaces pour accueillir assez de motos. Et on a tenté ça une fois ici, on a retourné les motos à qui de droit. Ouais. Et deuxième chose, c'est que est-ce que la police avertissait avant de commencer ou avant d'arrêter les motos qui n'ont pas de casque ou les conducteurs qui ne portent pas de casque? Je pense que tous les jours que Dieu fait,
Déjà qu'ils arrêtent sans rétroviseur. Bien sûr, sans rétroviseur. Un clignotant qui manque. On en voit. Il n'y a pas le phare. Bien sûr, on en voit beaucoup de motos qui sont parquées dans les commissariats. Donc, parfois, ils sont obligés d'appeler des services de dépannage. Exactement. Tranquille. C'est pour notre sécurité, mais il faut qu'on mesure la portée de l'acte qu'on veut poser. Est-ce qu'on a assez d'espace pour accueillir toutes les motos le 15 novembre, il y a encore au moins plus de 2 semaines. Donc, ou qu'on va disposer les motos au stade de l'Amitié ou à René Pleven. Peut-être que on y a pensé. Lundi, parce que franchement, que la police républicaine va je suis pour qu'on régule la circulation, qu'on interpelle les gens. Peut-être c'est toujours en réflexion et que l'information a fuité. Bon, mais par rapport à 2 casques sur une moto, ça c'est ce qu'on voit dans les pays développés. Oui, c'est bon. Là, chacun sort de sa maison avec son casque. Avec son casque. Mais ici, comme il a dit, le pouvoir d'achat, les gens font trop de calculs. Est-ce que vous savez que des gens viennent à l'hôpital? De toute façon, ça rend une nouvelle filière davantage. Des gens viennent à l'hôpital. Des gens viennent à l'hôpital, ils n'ont pas 500 francs sur eux avec leur enfant malade. Ils n'ont pas 500 francs. 500 francs, je vous dis, j'ai vécu ça récemment encore. Il n'y a pas encore une semaine. 500 francs. Et vous voulez que ces personnes-là aillent s'acheter un casque qui coûte peut-être 8 000. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas en fait, l'importance de la vie en circulation. Peut-être qu'à ce niveau-là, c'est là où vont entrer en action les fondations. Les fondations vont en distribuer combien? Les politiques aussi distribuent des casques. Les fondations vont en distribuer les politiques aussi, puisqu'on est à la veille des empêcher. Les fondations vont en distribuer combien? Non, on peut faire ça avec aussi les fondations, les politiques aussi. Les acteurs politiques ne manquent pas de moyens. Il faut le dire. Non, ils ne manquent pas de moyens. Il n'y a pas de moyen de distribuer 100 casques à quelqu'un. Moi, il faut le dire en tout temps. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce qu'il joue à une pauvreté, bienvenue. Je suis d'accord avec vous. Mais regardez le port de masques. Combien de masques on n'a pas distribué dans ce pays? Mais est-ce que tout le monde en a porté? Oui, mais il faut on a vendu même des masques à 100 francs. Les gens ne pouvaient pas s'acheter ça. Oui, ils disent que ça leur coupe la respiration. mais c'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. On peut en distribuer 12 millions. Il y a des gens qui ne vont pas porter. Oui, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Là, on aura à dire au moins, on aura des justifs en fait pour dire voilà, on l'a fait en son temps. On vous a aidé, c'est vous-même qui ne voulez pas vous conformer. Mais dites aux politiques que la période elle est favorable pour distribuer les casques. Il faut distribuer les choses qui accordent la vie. Il ne faut pas rester à savoir, à tirer le drap de son côté. Comment se fait Eli? Les casques aussi sont très importants. Et deuxième chose, il faut distribuer des casques à des enfants de 10 ans, de 12 ans. C'est important. Ah oui, mais parce que il faut alors tout type de casque. Oui. Parce que si... Il y a le CNC qui joue un rôle important. Si je prends mon fils derrière la moto et que la police m'arrête parce que mon enfant n'a pas de casque, ou peut-être sur le marché, je n'ai pas trouvé un casque adapté à sa tête. C'est qu'il y a un problème. Toute cette politique-là... évidemment. Est-ce qu'on est prêt réellement? La police nous en dira plus. Absolument. De toute façon, nous allons suivre encore, comme les autres actualités d'ailleurs qu'on vient d'évoquer, de très près pour voir un peu les différentes évolutions. Merci à tout un chacun. Merci à Bienvenue à Bassagan, journaliste au sein du groupe de presse Le Matinal. Merci également à Jacques Bocor, rédacteur en chef de Matin Libre. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve demain dimanche pour l'inviter avec le consultant média communication Agapit Napoléon Maforican.